Madame, monsieur, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'analyse et des commentaires et l'actualité en République démocratique du Congo. Grands enjeux, reçoit avec plaisir Gustave Bindimono Omba. Merci d'avoir répondu enfin à notre invitation. Ça fait très longtemps qu'on s'est retrouvé sur un plateau de télé, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne suis plus très habitué aux multiples caméras et à la lumière des plateaux de télévision. Je vais vraiment vous dire merci d'avoir pensé à nous. Et d'avoir insisté pendant 3 ans. Plusieurs années après. Et 3 ans durant, mon cher ami John m'a sollicité pour que j'apporte cette belle expérience que nous avons eue de notre parcours. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce que je sois présent sur ces plateaux. Oui, et en fait, Gustave Omba n'est pas sorti, n'est pas tombé de la dernière pluie. Il a son parcours avec comment dire, l'après-Sun City, la Commission nationale électorale indépendante, et donc carrément aux premières loges de pas mal des choses dans ces pays. Oui, c'est vrai. Nous avons été, ou nous sommes les témoins vivants d'une génération politique, trop jeune. Je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale du Sun City 2003, 2006, 2006, 2011. 2013, je suis à la commission électorale, donc avec un passé historique de la mise en place des structures institutionnelles de la République. Je suis le témoin vivant. Le plus jeune parlementaire en 2003, élu indépendant en 2006, 2011, 2013, membre de la commission électorale. Après que je sois au cœur de l'élaboration de textes qui régissent le Congo, la Constitution, les différentes lois importantes qui ont accompagné l'architecture institutionnelle. Aujourd'hui, j'ai pu me dire que je connais la chambre noire et je connais la lumière. Sur le plateau, visible, dans les couloirs, derrière le rideau, acteur. Voilà. Très bien, on va parler pour l'anecdote. Quand on s'est revu, donc vous avez découvert que je n'avais plus de cheveux. Parce que la dernière fois qu'on était ensemble, j'en avais. Je sens la sagesse. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive à mon ami John? La calvitie, ça dénote tout simplement de la sagesse. Et je l'ai senti en vous. Autant que moi, je crois que je suis devenu très sage. Ben voilà. À l'époque, c'était Gustave Omba, l'enfant terrible. Oui, les coureurs rénovateurs. En fait, nous, on est fait pour réveiller les esprits. Vous savez, quand nous avons été au premier rang de nous opposer au régime du président sortant, que je peux citer les noms ici. Oui, bien sûr, c'est pas interdit. Joseph Kabila. Oui, c'est pas interdit. En 2008, déjà, j'étais au cœur d'une révolution au sein de la majorité, parce que je suis partisan de l'équité de la justice, je suis partisan de la démocratie, et je crois lui avoir dit quelque chose de très fondamental, Monsieur le Président. C'est quand vous aurez besoin de vivre avec votre génération que vous aurez toute la génération derrière vous. Il m'arrive des fois de me poser la question, quel don que Dieu m'avait donné de pouvoir prédire l'avenir. J'ai eu à traverser 2 étapes. Une étape où, à la première heure, j'ai dit non à un pouvoir qui avait encore le temps. Et après que je puisse dire non parce que je voulais quelque chose à mieux pour notre génération. Il s'est fait que 25 ans durant, on s'est battu pour le changement. Malheureusement, en étant également un des acteurs clés de ce changement que nous avons connu en 2018, il ne faut pas oublier que j'étais à la commission électorale comme l'un des membres de l'opposition. Donc on était là, UDPS et UNC, à son temps quand j'étais membre. Et nous avons milité pour que nous ayons le pouvoir. Il m'est arrivé à un moment donné de faire l'évaluation, le bilan. C'est dont on a combattu hier contre Kabila.
C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec une pression qui fait que moi, dans mon état, dans mon esprit libre, je m'étais dit, c'est pas ce qu'on attendait. Ouais, justement, est-ce que ce n'est pas aussi à cause du fait que quand on dit si vous oubliez votre histoire, vous allez vous retrouver en train de la revivre perpétuellement? Non, ça veut dire que quand on a été éduqué pour devenir grand, avec un idéal, avec une base éducative de vivre l'équité, de soutenir ce qui est équité, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est positif en tant que chrétien, là où il y a plus de moralité. Ne vous gênez pas quand vous êtes sur une piste qui ne cadre pas avec votre base éducative de dire ce n'est pas mon chemin à suivre. Oui. Mais si vous pouvez être quelqu'un qui influence positivement pour que le changement s'opère et que vous sentez qu'il y a des gens qui vous écoutent, je crois qu'on peut être utile pour la politique. Mon père, qui fut un homme politique, il me disait, fils, tu t'engages à la politique trop jeune, mais la politique c'est trop sale. J'ai dit à mon père, vous m'avez éduqué pour que je marche correctement. Et même quand il n'est pas là, je veux marcher droit. Je bénis Dieu de pouvoir garder cette valeur et que je sois encore cet homme qui marche à pied, qu'on respecte, qu'on appelle honorable. On ne te voit plus, on ne t'entend plus. Tu nous donnes de l'espérance. À cause de ça, je me suis dit, collé que j'appartienne à un parti politique, que je crée un parti politique, moi j'ai plutôt créé le cercle de réflexion qui s'appelle le Café d'élite. On va en parler d'ailleurs, un think tank qui s'appelle les Cafés d'élite, dont vous êtes coordonnateur. Aujourd'hui, vous êtes porteur d'un projet ou d'une idée, c'est pas moi, que vous appelez le Pacte républicain. Je ne veux pas faire de polémique, mais j'aimerais d'abord que vous puissiez nous expliquer pourquoi ce pacte républicain, qu'est-ce qu'il a dans son contenu. Moi, je pense qu'il y a de cela une année que j'ai essayé d'évoquer la question relative autour des enjeux, après avoir porté une analyse approfondie de la situation de notre pays. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la première. Les 25 dernières années, le Congo, je dirais 30 ans, donc je prends une génération, le pays a connu une situation qui revient à la case de départ, perpétuel devenir. Malheureusement, j'ai comme l'impression que nous n'avons pas tiré la leçon de ce que connaît le pays. Le pacte républicain est né de cette réflexion parce qu'en 2003, quand nous étions en train de suivre l'évolution de la crise qui connaissait le pays, il a fallu que le courage soit dans le chef et la volonté dans le chef des partisans ou des artisans qui optaient pour l'avenir du Congo, de se dire arrêtons-nous un instant, mettons-nous autour d'une table, trouvons une voie de solution, une voie de sortie pour sortir le Congo de cette situation. Il s'est fait malheureusement qu'on n'a pas tiré la leçon de cette situation. Aujourd'hui, nous retombons encore face à cette réalité, mais là, les contextes totalement différents, mais qui sont similaires, qui malheureusement nous amènent à pouvoir à la fois gaspiller énormément de temps, énormément d'argent, énormément de morts, énormément d'esprit qui devait être orienté dans le sens de construire. Le pays sombre, on se met à genoux, le monde entier se moque de nous en se disant est-ce qu'il y a-t-il des gens dans ce pays-là? Et c'est dans cette ordre d'idée que dans le cadre de notre cercle de réflexion, on s'était dit le pouvoir qui arrive aujourd'hui, certes le président de la République, il a ce qu'il a comme atout, il s'entoure de gens que lui-même estime être de bonnes personnes autour de lui, mais qu'il doit se mettre en tête que le Congo, c'est l'enjeu du monde. Ouais. Et le Congo comme étant enjeu du monde, comment il faut agir face au bien-être interne, mais aussi face aux intérêts du monde. Que les intérêts qui font courir les États. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que le Congo retombe toujours à la case de départ? 1885, j'aime bien évoquer ça parce que j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas. Il faut que mes téléspectateurs comprennent que je ne suis pas politicien. Je suis politique et je suis scientifique. Je fais des recherches, j'analyse, je projette mon pays et je vais apporter le fruit de la réflexion pour apporter une piste de solution face aux attentes du monde, parce que partout où on passe dans les grands salons à l'international, on nous pose la question, est-ce qu'il
Y a-t-il des gens dans ce pays? Alors 1885, vous disiez, donc ça fait quoi? 1885, c'est la conférence de Berlin. Les grands enjeux étaient autour de pas autour de l'Afrique comme on le dit, c'est autour du Congo. Et le Congo a été présenté comme étant le patrimoine universel. Et à cette question, nous nous sommes posé la question également de savoir est-ce que le Congo c'est pour un monde ou le Congo c'est un patrimoine du monde. À cette question également, il y a lieu que nous puissions nous dire, face à la réalité, nous devions nous mettre en tête que le Congo c'est vraiment un État, un pays à destin multinational. Tenir compte des réalités multinationales, vous allez voir que nous allons avoir un apaisement dans ce pays. Tant qu'on ne tiendra pas compte, vous allez vous rendre compte qu'on ne nous accordera pas un seul moment l'occasion de pouvoir nous organiser pour que nous puissions apaiser la misère et la souffrance de notre population. Mais alors, vous parlez du pacte républicain, ça suppose la République. On n'est pas encore à l'international. Je vais arriver parce que quand on est face à la menace, parce que la stabilité ou l'instabilité que connaît le Congo n'a pas l'origine de l'interne. Il n'y a personne qui a les moyens de faire la guerre aux Congolais ou au Congo ici, si on n'a pas l'appui extérieur. L'appui extérieur ici, la première porte d'entrée, c'est le Rwanda. Ce n'est pas sa première tentative, ça a été fait plusieurs fois. Et derrière le Rwanda, c'est des puissances multinationales. Et ces multinationales, partant déjà de la coopération bilatérale ou multilatérale que le Rwanda a avec ceux qui lui donnent le moyen de faire la guerre au Congo, et nous, face à une réalité où depuis 30 ans, la diplomatie congolaise ne portait pas, c'est la Grande-Bretagne qui forme l'armée rwandaise. C'est les États-Unis qui forment l'armée rwandaise. C'est la France qui forme l'armée rwandaise. Le président français ne s'est pas caché en lui disant « vous devez faire profiter de vos ressources aux voisins ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gros de la stratégie de la puissance ou des puissances, c'est de pouvoir apporter le moyen de survie au Rwanda pour récompenser le Rwanda de la légèreté ou de la complicité qu'ils ont procédé pour vivre le génocide rwandais. Et à cause de ça, on lui a remis une clé à la main pour dire le Congo, on ne lui donnera pas l'occasion de décoller. Vas-y, fonce, stabilise ton pays, trouve l'essentiel. Le Rwanda aujourd'hui... Mais le Rwanda, bon... je veux qu'on revienne d'abord au pacte républicain. C'est là où je vais chuter. C'est là où je vais chuter. Oui. Le Rwanda aujourd'hui est en train d'être considéré comme étant un partenaire privilégié de puissance. Mais vous regardez la carte, la géographie. Est-ce que la géographie donne au Rwanda la capacité d'avoir de l'appréhension sur le Congo? Regardez. Parce que comme on dit, les relations internationales des pays sont aussi dictées par leur géographie. La géographie, quand vous regardez la carte géographique, est-ce que cela est-il possible? Je pensais que vous étiez en train d'expliquer que le Rwanda, ses bases ou s'appuie sur des fils maison. Ben, c'est là où je voulais arriver autour de cette fameuse réalité relative à ce fameux parti républicain que je fais allusion. Aujourd'hui, je me pose la question si ça pourrait encore avoir... son impact réellement, parce qu'il y a une année que nous avons évoqué cette question. Malheureusement, peut-être face à nous, les gens ne voyaient pas la portée de cette nécessité, étant donné que nous avons crié ici le Congo est menacé par le Rwanda, le Congo est agressé par le Rwanda, et pour que le Rwanda agresse le Congo, il faut que le Rwanda trouve l'occasion de trouver le fils Congo qui s'associe à eux pour savoir où placer le pied avant d'y arriver. Mais pourquoi est-ce que le Congo, pendant que cette rébellion du M23 était encore dans cette partie isolée, n'a pas pu tenir compte de cette réalité pour essayer de trouver le mécanisme de ne pas le laisser prendre de l'ampleur? Au fur et à mesure que cette rébellion prend de l'ampleur, au fur et à mesure les ambitions s'accroissent et ça devient difficile à avaler, difficile à lâcher. C'est là où je suis allé me poser la question. Pourquoi n'avions-nous pas éteint le feu quand il était encore tout petit? Nous avons voulu que ça puisse prendre de l'ampleur, ça embrasse déjà quelques chambres, je sais pas, une bonne partie de notre maison, parce que du point de vue stratégique, l'Est du Congo fait partie des forces économiques qui apportent dans les comptes du Trésor public suffisamment de recettes. Aujourd'hui, ça échappe à la nation. Pourquoi avoir attendu tout ce temps
pour chercher maintenant à apporter les pistes de solutions pour éteindre le feu. Mais le pacte républicain avait son sens d'être, ou il a son sens d'être quand la plaie était encore petite. Aujourd'hui, la plaie devient béante. Et cette plaie, avec sa dimension, il faut beaucoup de technicité pour y arriver. Mais ça aurait été quoi, ces pactes républicains? Ça aurait été la demande de recherche de solutions par rapport au problème qui sévit à l'est du Congo. Le problème de l'est du Congo devait trouver la solution... Que l'est, ou le problème du Congo de manière s'il vous plaît. Parce que l'insécurité qui vit le Congo impacte négativement le Congo tout entier. C'est comme quand on vous ampute le doigt, vous sentez la douleur jusqu'au fond de votre cœur. Or, le cœur n'est pas touché. Le cœur n'est pas touché dans sa sensibilité, mais le cœur est touché du fait que tous les circuits nerveux du corps, les doigts font partie. Donc, ne pas trouver une solution face à la menace extérieure et entretenir la crise à l'interne pendant que nous, on se dispute ici, il y a un étranger qui vient nous menacer dans notre parcelle, la moindre des choses, c'est de dire, mettons d'abord nos divergences à côté, mettons-nous ensemble, répondons à la menace extérieure. Ne pas vouloir trouver la solution face à la menace extérieure, ce ou celui qui a de l'autorité sur l'espace qui est notre maison, ne pas vouloir se dire mettons-nous ensemble parce que la menace là, elle est sérieuse, c'est comme s'il y a de la complicité. C'est comme si vous voulez entretenir la menace à l'interne en vue de donner l'occasion à celui qui vient à l'extérieur avec beaucoup de force à pouvoir nous anéantir. Mais ça ressemble au discours tenu par Martin Fayoulou à la sortie de l'audience que lui avait accordé dernièrement le président Tshisekedi. Au fait, Martin Fayoulou a semblé dire les choses que nous avions dit. Et c'est une réalité peut-être que les gens qui sont face à nous, qui nous écoutent, qui ont le monopole de pouvoir, qui ont encore de la décision, ne veulent pas capitaliser. C'est là où il faut se poser la question. Cette attitude est-il liée au manque de la maîtrise et de la gestion que nous vivons aujourd'hui? C'est une gestion, une situation que nous avions déjà vécue. Ça veut dire qu'il y a une jurisprudence qui existe face à ça, ou bien nous avons un autre schéma qui va nous permettre de gagner cette guerre et de ramener la paix et la stabilité dans cette zone, où on attend encore une fois de plus que le bon office nous amène vers des pistes de solutions, mais ça nous pousse à nous poser la question, à quel prix? Le pacte républicain veut donc que face à l'agression, ce mot me rappelle d'ailleurs une autre époque avec Laurent Désiré Kabila, face à et Joseph Kabila du reste d'ailleurs, hein, c'est 30 ans, face à l'agression, on puisse taire nos différences pour bouter l'ennemi hors du pays, du territoire national. Ça, ce sont des terminologies déjà entendues et utilisées dans ce pays. Entendues, utilisées dans ce pays, appliquées, solutions trouvées. Un accalmie a été créé pour que nous puissions arriver à ce jour face à cette réalité de la marche ou de la marche de nos institutions, malgré que c'est instable. Mais je crois qu'il faut plus de volonté, de détermination et de la modestie, parce que vous savez, le Congo ne manque pas de gens qui ont vécu l'expérience sombre et comment ça nous a amené à la solution. Je vais vous rappeler un fait. C'est par Jean-Pierre Bemba que nous avons réussi à amorcer le processus de paix qui nous a amené à Sun City en vue de revenir sur un grand format qui nous a amené à 1+4. Ça a été fait à Matadi. Refusé au départ par les uns, puis après tout le monde s'est dit, pour le Congo, mettons-nous ensemble. On nous a amenés au Sun City. Nous sommes revenus là-bas avec un chemin qui nous a permis d'organiser une transition, qui nous a permis d'élaborer pendant cette période un projet constitutionnel qui a permis à ce que le pays soit ce qu'il est, et des lois importantes qui ont pu tenir la marche institutionnelle du pays et qui nous amènent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que nous ne puissions pas revenir sur pareille réflexion, mais en adaptant aux réalités que vit notre pays aujourd'hui, mais en se souvenant surtout de la misère que vit la population de l'Est. Mais alors, les pactes républicains appuient quoi? Parce que de ce point de vue, il y a quand même pas mal d'initiatives. Oui. Il y a les Washington avec les pactes de sécurité et l'économie. Il y a Doha
qui met face à face Kinshasa et le M23. Il y a même l'Union africaine aujourd'hui avec les chefs d'État et des leaders et des personnalités emmenés par Fort Gnassingbé. Il y a les catholiques et les protestants qui sont aussi dans une autre démarche et ça fait une floraison des choses. On se perdrait évidemment sans oublier l'initiative des Fayoulou aussi. Ça nous amène sur 4 piliers. Ouais. Le pilier le plus important, c'est la stabilité politique qui engendre un intérêt économique et qui a comme conséquence positive l'amélioration de la vie sociale et enfin la géostratégie par rapport à notre position. L'ensemble de ces initiatives... Donc ce sont les Américains. L'ensemble de ces initiatives nous amène sur 3 paliers ou 3 piliers qui nous permettent de pouvoir répondre aux attentes du monde du continent, du monde entier, je dirais, de l'humanité. Le Congo, du point de vue sa position géostratégique, devient aujourd'hui ce qu'on appelle le trou noir qui empêche de relier l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. À cause de quoi? À cause de l'insécurité. Et le jour qu'on résolve le problème lié à l'insécurité, nous aurons un pays qui pourra, au regard de ce qu'il a comme ressources, le pays le plus fréquenté par les multinationales à cause de ses ressources. Tu parles comme... Là, ça rappelle Frantz Fanon. Vous voyez? Ouais. Donc, du moment où la stabilité politique et sécuritaire est là, ça engendre une confiance dans les domaines d'investissement. Le Congo sera fréquenté économiquement. Mais en plus de cela, quand le Congo est fréquenté économiquement, nous allons nous retrouver avec une sociale qui s'améliore. Donc le pays devient cette grande lumière, ce que Franck Fanon avait déclaré, cette gâchette-là pour faire décoller l'humanité tout entière. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces pays pendant ce temps? Mais qui ne veut pas de cela? Voilà pourquoi... Ouais. Voilà pourquoi il est important que ce pacte républicain tienne compte de l'intervention de ces 4 piliers. L'Église parle de pacte social, que nous tous nous souhaitons, parce que la compassion, la misère du peuple congolais, et qui, malgré les milliards que son budget essaie de mobiliser, ça sert à un petit poignet de gens. Et d'ailleurs, ils se servent en détournant, parce que c'est pas moi qui le dis, l'argentier national, comment il s'appelle, qui a été ministre des Finances, là, comment il s'appelle, Nicolas Kazadi, l'a dit, l'argent de l'État, on les dilapide, on se les distribue, et on apprend tout le jour les détournements des millions, et le peuple vit l'échantillon que je peux présenter. Le plus flagrant, c'est... Il en parle au passé, hein, parce que quand il était aux affaires, c'était difficile aussi que... S'il vous plaît. Les conséquences pour amener ces propos, l'amener de l'utile à l'agréable, si déjà à Kinshasa, les gens vivent comme dans la porcherie, comme je vois ici, dans cette ville, je me pose la question, quel est le sort des Congos profonds? C'est la misère indescriptible. J'ai été député, j'ai derrière mon dos... une dizaine d'années au Parlement, de la transition jusqu'à 2013 quand je suis allé à la commission électorale. Je connais le Congo, je l'ai fréquenté, je suis allé dans le Congo profond. J'ai fait partie de ceux qui pensent que nous avions milité, nous avions cru croire que le pays va décoller après le départ de Kabila, mais là je me rends compte que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Et la crise est devenue plus gravissime et qui s'accentue avec cette guerre de l'Est. Les églises, aujourd'hui, je considère que leur action avec le pacte social, c'est à louer. Les Américains, dans le cadre de la stabilité économique et d'intérêts économiques, parce que les intérêts qui font courir les États, c'est également l'initiative à louer pour que nous puissions alors diminuer la pression que le Congo subit. Parce que le Congo subit de pression de sorte qu'ils se disent, si on laisse ces pays comme ça et que les forces négatives, comme ce qu'on vit partout dans le monde, s'installer au Congo,
c'est une source de financement et ça sera parti. Quand le Congo est à genoux, toute l'Afrique est atteinte. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions apporter la solution dans le monde à partir du Congo? Les hommes, l'initiative, les compétences, la volonté, ou on est inconscient de notre rôle par rapport à ce que le monde attend de nous. C'est peut-être l'inconscience ou la conscience. Si nous ne donnons pas une réponse à cela, je comprends pourquoi est-ce qu'on donne à quelqu'un qui n'a pas la dimension qui est la nôtre de pouvoir nous marcher dessus. Et nous, là, nous sommes en train de nous tirailler, au lieu de nous dire à l'unisson, regroupons-nous, préparons-nous pour contrer la menace extérieure. Et cette menace extérieure naît de quoi? La menace extérieure naît du fait que nous ne comprenons pas que ces pays ont un destin multinational. Ouvrons-nous, jouons les régulateurs. Vous allez voir que nous allons redonner la confiance et l'espoir au monde. Laissez-le venir vers nous. Donnons leur rôle à jouer. Vous allez vous rendre compte que nous serons suivis, écoutés comme régulateurs et faisons profiter nos ressources au bien-être de nos populations. Donc, votre pacte républicain est d'abord une forme de prise de conscience. Oui, d'abord, on ne peut pas se dire qu'on dirige une nation quand on n'a pas la conscience. Et la conscience, elle doit être collective. On ne peut pas se dire je dirige un pays parce que moi je roule carrosse, je mène ma vie. Je n'ai pas la paix quand moi je roule carrosse et mon voisin il meurt de faim. Regarde, c'est la première fois de voir que dans une ville comme Kinshasa, sous la fumée des véhicules dont les contrôles techniques ne se font pas, sous la poussière d'une ville où les sachets, les plastiques ont occupé tous les espaces, dont la poussière est en train de survoler et de prendre l'ampleur avec les véhicules qui fument. On prépare le foufou, les gens mangent dans la rue, les Maléwa partout, même à la Gombe, là où nous on a vécu depuis des années. On se retrouve maintenant, aucune différence entre les banlieues où les gens pouvaient encore se permettre à cause de la pauvreté même jusqu'au côté des palais de la nation. La pauvreté jusqu'au palais des peuples, la pauvreté dans tous les quartiers huppés où on pouvait vivre encore, on pouvait encore sentir la fraîcheur. On n'a plus où s'abriter quand il fait très chaud à Kinshasa. Parce que le gouverneur a besoin de 10 milliards de dollars, a-t-il dit à la conférence des gouverneurs là-bas. Il a besoin de 10 milliards de dollars pour remonter Kinshasa. Ce qui est quand même presque le budget, un peu plus de la moitié du projet de budget. Non, moi je pense que le gouverneur a peut-être présenté comme la plupart des cas de nos dirigeants, ils parlent sans avoir fait de grandes études sur le besoin. Kinshasa n'a pas besoin de ça. Kinshasa a besoin tout simplement de faire appliquer les principes de la décentralisation. Qu'on donne à chaque commune la responsabilité de mobiliser les recettes, de prendre l'initiative et de capitaliser tout ce qui est à sa portée de main pour rendre cette ville ou cette commune viable. Ça veut dire, nous quand on grandissait, les services d'hygiène de chaque commune percevaient de l'argent parce que vous entreteniez mal votre maison, vous aviez des taxes qui étaient payées, des amendes qui étaient payées, qui renflouaient les caisses de la commune. Aujourd'hui, quand vous vous promenez partout, c'est comme s'il n'y a pas d'autorité. Mais ce que vous dites là, c'est une remise en cause du software, du fonctionnement de ces pays. Parce que, en ce qui concerne la perception des taxes, ce n'est pas qu'à Kinshasa. Vous connaissez aujourd'hui avec les provinces, il y a cette histoire des rétrocessions. Les provinces perçoivent les taxes et les remontent à Kinshasa et qui ne fait pas toujours la rétrocession attendue. Et voilà. Je peux vous répondre. Hein? Ouais. Si hier, ça a été la raison d'un conflit entre Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, et Joseph Kabila avec son gouvernement au niveau national, c'était autour de la gestion de la rétrocession. Hier, avec Félix, nous avions été critiques face à cette situation. Aujourd'hui, Félix est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en fait avec ses gouvernements? Il est au pouvoir avec la moitié des kabylistes. S'il vous plaît. Le choix, la moitié des kabylistes n'a pas été une imposition, ça a été son choix. On ne l'impose pas de pouvoir nommer les kabylistes autour de lui. Il a porté le choix d'avoir ces gens autour de lui, qu'il assume sa vision ou qu'il assume la manière de les traîner dans le sens de pouvoir faire marcher sur le même piste que Kabila. Parce que quand nous avions milité pour le changement à son temps,
moi j'étais convaincu que nous allions faire la différence des Kabila. Mais aujourd'hui, je sens que bonnet blanc, blanc bonnet. Donc il faut revoir la rétrocession et laisser décentraliser. Laisser les entités territoriales décentralisées de jouer un rôle en leur donnant. C'est une réforme qui va même aller au niveau de la Constitution, alors, dans ce cas-là. Non, pas nécessairement. Les entités territoriales décentralisées, ils ont une manière de procéder. On doit leur donner l'occasion de mobiliser les recettes locales parce que c'est eux qui produisent et c'est eux qui doivent recevoir. Qu'on leur envoie, c'est qu'il est dû. Et vous voulez avoir plus, mobiliser plus. Mais il y a ça, il y a aussi la fameuse caisse de péréquation qui devait être appliquée. Qu'est-ce qui empêche à ce que la caisse de péréquation soit prise en compte pour essayer de redonner l'équilibre par rapport à cet écart qui existe entre certaines provinces. Vous voyez aujourd'hui par exemple le Lolaba. Le Lolaba est en train de rayonner aujourd'hui parce qu'ils produisent. Le peu qu'ils perçoivent par rapport à la nouvelle loi, le nouveau code minier, donne des retombées qui font qu'aujourd'hui, même Kinshasa est en train de voir le Lolaba comme étant un pays qui ne fait pas, une province qui ne fait pas partie du Congo. Les Quinois qui ne voyagent pas assez, tous ces villageois qui y a à Kinshasa ici, les jours qu'ils vont arriver au Katanga, au Lolaba, ils vont se croire être en Europe. Et pourtant, ça pouvait être partout comme ça. C'est question de volonté. Redistribuer les ressources dans chaque province. Que de centraliser tout le fonds à Kinshasa. Que ce soit dilapidé à Kinshasa par les gens qui passent leur temps, comme Kazadi avait dit, des jouisseurs. Ils bouffent l'argent de l'État. Renvoyons l'argent pour le peuple. De sorte que demain, le peuple se souvienne que votre passage a été utile. Ainsi, être heureux. Même quand tu marches à pied, le peuple vous applaudit. Gustave Vomba, le pacte républicain est une prise de conscience. Et puis quoi d'autre? Première question. Deuxièmement, aujourd'hui, comment est-ce que votre approche peut être mise en œuvre pour arriver à accélérer le retour de la paix dans ce pays? Moi, je pense qu'il faut donner la chance à toute initiative qui veut apporter la paix. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État ne saisit pas la main, malgré tout ce que les gens peuvent dire. Mais je crois que l'initiative des grandes églises que nous avons, les catholiques et les protestants, font partie des éléments clés. Parce que quand vous voyez la manière dont ils ont cerné leur toile, ils sont partis de l'interne vers l'externe, du local à la sous-région, à la région, jusqu'à arriver dans la dimension continentale. C'est pour permettre à ce que le vrai problème du Congo soit compris et soit connu. Tout le monde sait que le Congo, c'est un pays à destinée multinationale, mais tant que nous ne tenons pas compte de tous ces paramètres, à l'interne, c'est quoi le problème? On résout le problème à l'interne. Pourquoi nous subissons la pression extérieure? On écoute cela, on diagnostique leurs problèmes, on résout les problèmes de second cercle jusqu'au dernier cercle. À la fin, nous allons avoir la moyen de respirer. Mais lorsque un acteur politique de la trempe de Jean-Pierre Bemba lors de sa sortie médiatique associe cette initiative à un complot ourdi contre les chefs de l'État, ça pose quand même des questions. Je pensais que la leçon d'hier avec Sun City, parce que je le dis ici, l'initiative du président Jean-Pierre Bemba, il devait se rappeler de ce qu'a été son rôle hier. Il a été un des artisans de la paix avec ce qu'il a fait avec Kabila à son temps à Matadi, qui a même été à la base de Sun City. Et Sun City, l'église catholique a joué le rôle. Les églises, toujours les deux églises, protestantes et catholiques. Bon, évidemment, il y avait les autres aussi. S'il vous plaît, au moins je vous dis les églises phares. Parce que ces églises phares constituent le noyau de tout ce qu'on a comme confession religieuse, malgré les embryons qui naissent à la suite de cette liberté de culte et d'association.
Mais il faut reconnaître que les propos du président du MLC, Bemba, a été émaillé de beaucoup d'éléments liés aux émotions. Parce que je connais l'homme pour avoir été à mes premiers pas de politique membre du MLC. Et je crois également que la personne qui l'a interviewé a posé des questions importantes en disant « Avez-vous des preuves ?» Mais quand je suis cette interview du début à la fin, je n'ai pas vu d'éléments convaincants, de preuves qui pouvaient justifier ces allégations. Et j'appelle ça en politique un peu du populisme, de la basse culture politique. Il fait du populisme pour un positionnement personnel? Je ne sais pas, je ne connais pas ses intentions, mais je crois que pour le raison de la stabilité, de la paix, pour le moment, le Congo a besoin d'un message qui rassemble, un message qui met les gens ensemble pour la recherche de mécanismes de paix dans un compromis, parce que c'est le peuple qui subit. Les dirigeants, ils roulent dans le carrosse, ils voyagent en jet privé, ils prennent du champagne. La population de Goma maintenant, de Bukavu et de la zone limitrophe ne savent même pas comment aller retirer un 10 $ dans le compte bancaire parce que tout ça n'existe plus. Ils ne savent pas aller au-delà des zones de confort parce qu'il y a une rivalité entre les fils du pays qui défendent la cause de l'acte des notaires et ceux qui sont comme étrangers ou la force qui appuie les étrangers. Ils se retrouvent dans une position Goma où les gens vivaient, où les gens pouvaient manger. S'il manque à manger, on attend voir même des convois humanitaires, que les Nations Unies fassent des convois humanitaires pour amener les médicaments à la population de Goma parce que c'est humanitaire, que le gouvernement central fasse un plan d'urgence et mettre à la disposition des Nations Unies pour qu'on puisse assister la population de nos territoires occupés. Rien ne se fait. Ça veut dire qu'on leur dit, vous êtes là-bas, débrouillez-vous, et ça, ce n'est pas responsable. Oui, vous disiez pour le pacte républicain qu'il faut d'abord cette prise de conscience en tant que nation et par rapport à notre destinée en tant que nation. Mais deuxièmement, j'ai comme l'impression que tout ce que vous dites, c'est qu'après, soutenons l'initiative des églises catholiques et protestantes. Parce que je sais que vous m'entendez dans la logique de dire partager les responsabilités. Non, 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 je n'en sais rien. Je veux juste comprendre. Je sais. On a jeté la pierre dans le jardin de Martin Fayulu. Je sais que tout le monde pense que le soubassement du pacte républicain ou les conséquences logiques des pactes républicains, c'est de partager les postes. Là, vous voulez. Ce qui n'est pas bien nouveau, au fait. Hein? Vous voulez ouvrir une autre brèche. Je suis prédisposé à pouvoir vous dire qu'effectivement, il s'est posé un problème aussi. Avant les élections de 2023, j'avais eu une occasion de pouvoir discuter avec une grande personnalité à qui j'avais dit la manière dont ces élections sont organisées, la phase préparatoire technique, risquerait de nous laisser des conséquences néfastes parce que moi, en tant que technicien électoral, j'ai dû passer une belle élection, quel que soit ce que les gens peuvent dire. Mais j'ai expérimenté également les élections dans plusieurs autres pays où j'ai visité, en Afrique du Sud, dans le cas de la SADC, j'ai été en Tunisie, j'ai été à Madagascar, j'ai été au Ghana. J'ai vu comment les autres organisaient les élections. La phase préparatoire, telle qu'elle a été faite pour les élections 2023, était émaillé de beaucoup d'irrégularités et rassurez-vous que j'avais déjà dit que si on ne fait pas bien les choses, le pouvoir qui sera proclamé demain connaîtra beaucoup de crises d'illégitimité. Ça sera un pouvoir qu'on a offert au président Félix, même si il a été effectivement bénéficiaire de la confiance de sa population qui avait semblé croire en lui. Mais le fait de l'amener de 1 à 7 jours, c'est déjà quelque chose de sale dedans. Le fait qu'on ait retrouvé comment on appelle ça, des machines à voter ici et là, c'est déjà beaucoup de sable qu'on a mis dedans. Donc,
ça donne le prétexte à ceux-là qui lui font la bagarre aujourd'hui, qui doutent de sa légitimité, effectivement, pour avoir mal organisé les élections, par une institution d'appui à la démocratie qui devait faire la promotion des élections. Malheureusement, c'est vrai que les élections ne sont pas parfaites, mais donner un minimum de conditions de crédibilité était importante aujourd'hui. Je crois que ça fait également partie de ceux qui pensent qu'ils font la bagarre, ils trouvent les prétextes, aussi parce qu'il n'y avait pas une élection transparente. Malheureusement, après ces élections, on ne parle pas de l'évaluation. Mais Corneille Nangaa, s'il vous plaît, les patrons de la CENI sortant, vous avez eu à travailler avec lui du reste, et aujourd'hui, l'une des têtes d'affiche du mouvement rebelle, quels étaient les problèmes de légitimité de Corneille que Corneille Nangaa pouvait avoir à l'égard de Félix Tshisekedi, d'autant plus qu'il était le président de la CENI. Bon, moi je pense que je suis soumis à un serment. Vous savez, moi j'ai prêté serment, et mon serment, moi je suis juriste, je respecte ce serment. J'ai rendu le loyal service à ma nation. Nous avons eu des élections. La Cour constitutionnelle a rendu les résultats en confirmant ces derniers comme président de la République. Aujourd'hui, tout ce qui s'est dit, moi je ne suis pas là pour débattre des avis des uns et des autres. Ce que je sais, c'est que nous avions organisé des élections. C'est derrière moi, nous sommes à la seconde législature. Ce que je peux dire aujourd'hui, parce que je n'ai pas été dans l'organisation, c'est d'observer le désordre qu'il y a eu et qui a comme conséquence, entre autres, accentuer la crise que nous vivons aujourd'hui. Alors, comment autour de la question de la légitimité. Comment est-ce qu'on sort de tout ceci parce qu'on entend vers la fin de l'émission, quel bateau on prend de manière définitive par rapport à tout ce qu'on a eu à voir comme possibilité? On sort par quelle voie? De la nécessité de tenir compte de tous ces paramètres importants pour ramener le pays sur les rails, en nous disant que la situation qu'on vit au Congo a à la fois une raison externe, d'abord interne, externe au niveau de la sous-région, externe au niveau de ceux qui se prévalent être les puissants du monde, malheureusement aussi à cause de cette malédiction de nos richesses. Parce qu'on est riche, on a des ressources que le monde entier convoite, et on n'a pas la capacité de pouvoir rendre ceci en valeur. Les gens se disent, ces gens ils sont distraits. C'est une question de gestion. Les richesses, les richesses ne peuvent pas être une malédiction. C'est seulement la manière dont vous les gérez. Non. C'est une malédiction. Comment est-ce qu'un seul pays peut avoir tout ça? Et malheureusement, la plupart de ceux qui devaient nous faire profiter de ces richesses, ils passent leur temps à boire. C'est le seul pays où on trouve dans tous les coins des rues des petits whisky qu'on fabrique ici à Limité et qui détruit tout l'avenir de la jeunesse parce qu'ils sont ivres à 6 heures, les autorités sont là, il n'y a aucune mesure qui se prend. Comment on s'en sort de tout ça pour terminer alors? Pour s'en sortir, il faut que tout le monde prenne conscience que ceux qui ont la capacité de pouvoir ordonner la gestion de l'État se disent qu'il faut autour de nous, qu'il faut à la place pour que le pays puisse recouvrir une voie par laquelle il va se faire respecter. Le Congo souffre aujourd'hui, à mon avis, de la qualité d'homme, de la qualité des dirigeants pour pouvoir répandre sa dimension, être respecté et redonner l'espoir à l'avenir. Parce que nous serons jugés demain. Nos enfants vont nous poser la question, « Papa, qu'avez-vous fait pour nous? Pourquoi est-ce que vous nous avez laissés comme ça ?» Je voulais ici, à travers cette émission, toucher les consciences. Je sais que les politiciens n'ont pas de conscience, mais les politiques, ils ont des vertus. La vertu de la vision pour la progéniture, c'est de tout capitaliser pour le bien-être général. Moto Yazayina Maki, les œufs qui vont, après que ça puisse atteindre la maturité, va éclore des poussins. Pour que ces poussins produisent encore, il n'accepte pas qu'ils soient bousculés. Il est prêt à dire, attendez, je dépose d'abord ça ici, on parle. Mais ici, il ne faut pas approcher. Et les œufs ici, cette population du Kivu, abandonnée, ça fait mal.
Voilà, merci beaucoup Gustave Omba, ça a été un plaisir. Un plaisir partagé, cher John. Tu sais, nous qui avons tout refusé pour l'amour de cette nation, et après avoir dit non à Kabila, trop jeune pendant qu'on avait encore besoin de vivre comme toute la folie de tous les jeunes, on s'est dit non, nous avons une passion pour le Congo. On s'est investi pour le changement et n'est pas vivre les changements. Je pense qu'il faut que j'aille demander pardon à Dieu pour avoir été un des artisans pour le changement que malheureusement je n'ai pas vu le début, pour que si je meurs, que mes enfants disent notre papa a travaillé pour cette nation. Mais il y a encore du temps, il y a encore du temps. Autant je lance un appel au chef de l'État de se rappeler que si son père est mort sans avoir touché le sommet de cette nation pour lequel il s'est battu, pour l'amour de ses papas, Monsieur le Président, je vous demande cette chose. Rappelez-vous que ses papas s'est sacrifié pour cette nation. Je veux votre sacrifice pour la paix au Congo. C'est pour vous ce message. Je vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs qui vous nous suivez de partout. Au revoir et à bientôt. Merci.